Précédemment dans Il était une adaptation, Eraser, une puissante démone millénaire, est de retour dans notre monde et compte bien le conquérir. E19, une organisation secrète de lutte contre la criminalité, s'est reformée pour la combattre. Le super-héros Trackreater ainsi que ses deux assistantes, Ava et Ilmio, comptent aussi arrêter Eraser. Un des membres de l'organisation E19, Victor, a été contacté par Ava. Roald Dahl est un auteur gallois connu pour avoir écrit plusieurs livres pour enfants comme Mathilda, Fantastic Mr. Fox, Le Bon Gros Géant, ou encore ce roman avec des personnages qui me disent quelque chose. Mais son livre le plus connu est sans doute Charlie et la chocolaterie. Publié en 1964, il rencontra un tel succès qu'il eut droit à une suite directe et à 3 adaptations en film. Un par Mel Stuart, qui est considéré comme culte, et un autre par Burton, généralement moins aimé. Et une version Tom et Jerry, mais je l'ai pas vue. Aussi, Taika Waititi prépare pour Netflix une série sur le livre, ainsi qu'une mini-série sur les Oompa Loompa, et Paul King prépare un préquel sur Willy Wonka prévu pour mars 2023. Mais je vais juste traiter les 2 films live déjà sortis dans cette vidéo et la vidéo suivante pour vous montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'avis populaire et que je trouve la version Burton meilleure personnellement. Après que sa fille de 10 ans lui ait demandé s'il pouvait adapter le livre, Mel Stuart obtint les droits d'adaptation du livre en un film familial musical et Roald Dahl voulut écrire lui-même le scénario. Mais Roald n'ayant pas réussi à finir à temps le script, le film fut partiellement réécrit par David Seltzer. Le tournage commença en fin août 1970 et finit en mi-novembre de la même année pour que le film sorte finalement le 30 juin 1971 aux US sous le nom de Willy Wonka and the Chocolate Factory. Alors qu'il apparaît qu'au milieu du film, titre qui aurait d'ailleurs mieux collé au film de Burton où Wonka est plus central. C'est fascinant, surtout quand on sait lequel des deux réals a fait Beetlejuice. Bien qu'il rentabilise ses 3 millions de budget et qu'il ait eu des critiques positives, le film ne fit pas un grand succès financier avec seulement 4 millions de dollars au box-office. Mais le film devint dans les années 80 l'un des films les plus loués, lui permettant d'obtenir un statut de film culte, au point qu'en 2003, il a été désigné par Entertainment Weekly comme le 25e film le plus culte de tous les temps. Rien que ça. Roald Dahl détesta cette adaptation à cause des modifications, en particulier à cause du fait que Slugworth ait un rôle plus important, à cause des musiques, sauf celle des Oompa Loompa, et car il n'appréciait pas que Wonka ait un rôle plus important que le Charlie dans le film selon lui. Il refusa de vendre les droits d'adaptation de la suite ou de laisser de son vivant une autre adaptation de son livre se faire. Et qu'est-ce que je pense de cette adaptation? C'est ce que nous allons voir. Le film commence lorsque des enfants se ruent dans une confiserie pour acheter des chocolats. On a une chanson sympathique du confiseur glorifiant Wonka, un chocolatier dont le monde entier adore la marchandise, tout en laissant les enfants le dévaliser et attraper le diabète. Qui peut après la pluie prendre un arc-en-ciel? Charlie, un enfant pauvre, va livrer des journaux avant de passer devant la chocolaterie de Wonka et de se faire aborder de manière légèrement louche. Je veux dire, imaginez vous faites aborder comme ça dans la rue. Des flancs de la montagne à la vallée qui résonne, nous n'allons plus chasser. Par peur des petits hommes. What the fuck? On introduit ensuite la famille de Charlie, à savoir grand-père Joe, la mère manquante de développement, figurant 1, figurant 2 et figurant 3, à travers une scène d'exposition expédiée. Avec vous 4 cloués au lit depuis 20 ans, il faut abattre de la besogne pour nourrir tout le monde. Si seulement son père était encore en vie. Dès que j'aurai repris des forces, je me lèverai de mon lit et je pourrai t'aider un peu. Papa, tu répètes depuis 20 ans que tu vas sortir de ce lit. Et je ne t'ai encore jamais vu poser le pied par terre. C'est tout ce que t'as à manger, grand-père. Mais toi aussi, mon petit Charlie. Sinon, ça te dirait qu'on évoque trait caractéristique numéro 4? Pas avant de rappeler élément de backstory numéro 3. Le grand-père explique ensuite à Charlie qu'avant, Willy Wonka avait fermé pendant un temps sa chocolaterie car il se faisait voler ses recettes et l'a depuis réouverte mais en laissant les grilles toujours closes. Il est annoncé que 5 tickets d'or ont été cachés dans des tablettes de chocolat Wonka réparties dans le monde entier pour permettre à 5 personnes au hasard de visiter la chocolaterie. Ce qui fait vendre en masse les tablettes Wonka
Wonka dans les boutiques du monde entier. Et pourtant, il y a beaucoup moins de violence dans ces boutiques que lorsque du Nutella est en solde. On aura dispersé pendant la première moitié de film de petites scènes comiques jouant sur cette recherche de tickets d'or qui sont détachées de l'intrigue, mais ne sont pas trop nombreuses donc ça met pas trop en pause l'intrigue et elles sont plus ou moins rigolotes. Du côté de l'intrigue, Nous sommes fiers qu'est l'attention de toute la planète. les tickets seront trouvés par des personnages fonction dont la moitié est oubliable. On a Augustus Gloop, un stéréotype de gros qui bouffe tout le temps, et c'est tout ce que je me souviens de lui après le visionnage. Tranche de pain de mie que j'ai oublié au fond d'un placard sur 20 ce personnage. Violette Beauregard, une fille qui mâche tout le temps du chewing-gum. Je l'ai mâché pendant 3 mois entiers, c'est le record mondial. Comment il vérifie le temps qu'elle a mâché au juste ? En fait, je m'en cogne autant de la réponse que de ce personnage oubliable dont l'actrice joue moyennement. Veruca Salt est une enfant d'un patron d'usine qui cède à tous ses caprices, et Make TV, qui se limite à un enfant aliéné parce qu'il regarde à longueur de journée la télé. Ces enfants auraient pu être un peu plus que la représentation stéréotypée de défauts, car là ils sont carrément oubliables. Au final, comme dans le livre, la seule chose dont on se souvient d'eux, c'est leur concept et la scène de leur punition. Et je peux à peu près en dire autant de leurs parents. Ceux-ci représentent la mauvaise éducation, mais bon, à part leurs interactions avec Wonka... N'ayez aucune crainte, ma chère amie. Je prends toujours grand soin de mes hôtes. Ah oui, quand on voit ce qui est arrivé à ce pauvre Tout le Augustus, monde ça est à fait bord. aucun doute. Ils sont pas vraiment mémorables. Mais bon, le plus gros problème au niveau des personnages reste Charlie, car le problème que j'ai avec lui va à l'encontre de la morale du film. Et il se met en place dès cette première partie. Et par là, je ne parle pas de ce qui se passe lorsqu'il reçoit du chocolat Wonka pour son anniversaire, scène dont je vais quand même parler car elle m'a toujours un peu troublé. Où ça Fais voir. Non, y a rien. Ce niveau de troll devrait être pénalement répréhensible. Mais bon, le vrai problème, c'est que le film essaye de nous faire ressentir de l'empathie envers Charlie, pour sa situation sociale qui le désavantage dans cette quête au ticket d'or par rapport aux autres enfants plus aisés. Mais perso, je n'arrive pas à ressentir ça car on surdramatise le fait que Charlie n'ait pas eu de ticket d'or. Alors oui, ça sert à appuyer le message qu'ils veulent faire passer, à savoir qu'il faut toujours garder espoir et que la chance peut tourner, message appuyé par la chanson de la mère. Un jour, ton tour viendra. Qui au passage est la chanson la plus osef du film pour moi. Elle passe acceptablement le message d'espoir, mais elle est un peu longuette, oubliable et mièvre. Mais sinon c'est un bon message en soi, sauf que vous surdramatisez tellement le fait que Charlie croit qu'il ne puisse pas aller à la chocolaterie dont il n'était même pas au courant qu'elle était fermée avant quelques jours. C'était une chocolaterie tellement importante pour lui, et donc vous montrez involontairement le fait de ne pas avoir tout ce qu'on veut comme une chose injuste et grave, surtout que, comme le dit la mère de Charlie, Il y a des centaines de millions d'habitants dans le monde et seulement 5 personnes trouveront les tickets d'or. Même si tu avais eu plein d'argent, tu n'aurais peut-être rien trouvé. Une fois que ce jeu sera terminé, tu ne seras pas différent des milliards de gens qui sont dans le même cas. et la réponse de Charlie à ça est assez orgueilleuse. Mais je suis différent. Je le veux plus fort que les autres, maman. Et le grand-père de Charlie n'est pas mieux. Un enfant est fait pour vivre dans un monde d'espoir. En quoi va-t-il espérer maintenant? Mon Charlie méritait d'avoir ce ticket car gagner ce concours était l'unique moyen pour un enfant d'avoir de l'espoir dans la vie. Et les autres enfants du monde peuvent aller se faire mettre, il n'y a que mon Charlie qui compte. Après, le fait que Charlie ait son grand-père et ses défauts ne me dérange pas en soi. Ce qui me dérange, c'est que le fait que Charlie n'ait pas ce qu'il désire est montré comme une fatalité, car cette partie en fait des caisses dessus, et surtout qu'on ne les fasse pas évoluer sur ces points-là. Ça gâche un peu le but du personnage de Charlie. Dans le livre, c'est un modèle d'enfant sage, humble et bien éduqué, contrastant avec les autres enfants principaux et qui, contrairement à ces derniers, a une bonne fin car il a eu un bon comportement. Et je comprends qu'on veuille lui donner ses défauts, j'ai rien contre ça, mais comme on ne le fait pas évoluer par rapport à ceci, il obtiendra donc dans ce film la récompense alors qu'il était vraiment pas du tout mieux que les autres, surtout au vu de ce qu'il fera, mais on y reviendra. Ça dessert légèrement le propos, je trouve. Bref, alors que notre pauvre Charlie est tout triste, celui-ci trouve une pièce qui lui permet d'acheter une barre Wonka où il trouve le dernier ticket d'or. Il rentre heureux chez lui, mais se fait arrêter sur le chemin par le type mystérieux qui avait chuchoté quelque chose aux autres enfants, soit quand il passait à la télé, soit pile à l'endroit et au moment où le ticket a été trouvé pour le cas de Veruca et Charlie. Mais je viens juste de trouver le ticket d'or. Comment avez-vous pu être mis au courant et venir aussi vite? Pour la deuxième fois? Je savais que Wonka mettait des puces 5G dans ses chocolats. Ce concours était en fait un complot du gouvernement pour que tout le monde achète du chocolat rempli de nanoparticules. Réveillez-vous. Même pour moi qui ne sais pas ce que veut dire nanoparticules, ça coule de source.
J'ai rien compris à ce qui vient d'arriver. La seule chose que tu as à retenir, c'est ce que je peux t'offrir si tu me rapportes quelque chose de la chocolaterie. Il se révèle être Slugworth, le président de la principale usine rivale de Wonka, dont le film a eu la bonne idée de le rendre un peu plus important en ajoutant les propositions qu'il a faites aux autres enfants et à Charlie, à qui il promet assez d'argent pour que sa famille vive confortablement s'il lui apporte une certaine invention de Wonka en cours de production. Charlie retourne ensuite vers sa famille avec le dernier ticket d'or, il liste dessus que chaque enfant peut visiter la chocolaterie accompagné d'un membre de sa famille, et Charlie veut que ce soit le grand-père Joe qui l'accompagne, redonnant à celui-ci la capacité d'utiliser ses jambes et danser en 2 minutes. Mais quel miracle! Bon, j'admets, c'est fait de manière plus convaincante que dans le livre où il bondit et danse à la seconde où il se rend compte que Charlie a le ticket. Puis il chante une chanson, avec un air pas trop mal, mais la chanson durant presque 3 minutes et le fond des paroles se résumant à « j'ai de la chance », elle est un peu longuette. On arrive au jour de la visite de la chocolaterie où on voit enfin le meilleur personnage du film, Willy Wonka. Là où le Wonka du livre est surtout un grand enfant insouciant et moqueur qui est tout aussi marginal que sa chocolaterie, cette version a une approche plus fantasque, lunaire et fascinante. Ils veulent totalement la vedette dès son entrée en scène, avec cette personnalité et le très bon jeu de Gene Wilder. Et ainsi entrèrent dans la chocolaterie le groupe de 5 enfants blancs élus par le hasard. Putain, ce que le hasard est raciste. Et de leurs parents, qui sont au nombre de 1 par enfant au lieu de 2 dans le livre. Et tant mieux car la présence du deuxième parent est dispensable. Les interventions de ceux qui sont là suffisent et ça permet d'éviter d'avoir trop de personnages en même temps à l'écran. Wonka leur présente un contrat long et à moitié illisible que les enfants signent quand même sans y prêter attention. Un peu comme tout le monde avec les chartes de confidentialité sur internet. Puis arrive dans la salle de la cascade de chocolat qui est assez joli pour l'époque. Le décor retransmet une bonne ambiance fantaisiste bien aidée par la chanson qui suit, qui est selon moi la meilleure du film. Nul ne peut vivre heureux sans ce monde de pure imagination. Elle représente bien l'ambiance du film, le côté merveilleux de la chocolaterie, ainsi que la fantaisie et la passion de ce Wonka insouciant qui nous entraîne dans son univers. Augustus, qui goûtait à la rivière, tombe dedans et se fait aspirer par un tuyau emmenant le chocolat dans les autres salles. Et on ne le revoit plus du film, ni sa mère qui va le chercher. Mais entre le contrat enlevant toute responsabilité à l'entreprise en cas d'accident, et ça... Au-delà du désert, il y a la terre promise. Je ne parierai pas sur sa survie, mais bon, qui s'en fout de toute façon. Et on a une de ces chansons que les Oompa Loompa feront pour faire la morale à chaque fois qu'un enfant se fait éliminer à cause de son défaut. Ces petites chansons sont sympathiques, mais je vois pas trop ce qui leur a fait gagner leur statut culte, à part le fait qu'elles se retiennent facilement vu que ce sont des reprises. Oompa Loompa, Doompa-Dee-Doo, j'ai encore une devinette pour vous. Après un passage en bateau dans un tunnel à l'ambiance dérangeante assez réussie, ils arrivent à la salle des inventions, qui est volontairement bordélique, mais fait un peu trop cheap sur les plans larges, je trouve. Le temps est une chose précieuse, il ne faut pas le gaspiller. Wonka leur présente ensuite un chewing-gum servant de repas complet, qui n'est pas au point, mais que Violette essaye quand même par orgueil, ce qui la rend bleue et la fait gonfler. Ça vient donc de là les fantasmes chelous sur Sonic? Me remémore plus de souvenirs du Vietnam, s'il te plaît. Et les Oompa Loompa arrivent pour chanter la morale qui est « Ce n'est pas bien de mâcher trop souvent du chewing-gum ». Ouais, car c'est clairement ça son plus gros défaut. J'ai battu le record de ma meilleure copine. Waouh, ça la rend malade. Coucou Cornelia, tu vas m'appeler? Ils arrivent ensuite à un ajout du film, une salle où se trouve un produit permettant de flotter, mais Wonka précise qu'elle n'est pas au point et leur dit de ne pas l'essayer avant de continuer la visite. Et Charlie et son grand-père prennent la super décision de rester dans la salle pour essayer le produit, alors que ne pas écouter Wonka avait mal tourné pour les 2 enfants précédents. Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute pas Monsieur Wonka? Et après 1 minute 30 de flottaison dans l'air sans grand intérêt, ça tourne mal et ils manquent de mourir. Mais ils réussissent à s'en tirer en évacuant le produit, et cela en rotant. Charmant. Charlie, c'est le seul moyen. Il rattrape le groupe dans la salle où des oies pondent des œufs d'or, dont la qualité est triée et les mauvais œufs vont dans l'incinérateur. Et Veruca fait sa crise de nerfs car elle veut à tout prix acheter une oie, mais Wonka refuse et elle se met à chanter une chanson sur son avarice. Et pourquoi elle a eu droit à une chanson alors que les autres enfants non? D'où vient ce traitement de faveur? Quand elle tente de monter et prendre une oie, la balance considère qu'elle est un mauvais œuf et l'envoie dans l'incinérateur. Puis son père y saute à son tour pour tenter de la sauver au cas où elle serait coincée dans le tuyau. Ce qui est très con.
Après un passage en véhicule qui a envoyé à l'hôpital les acteurs, Wonka présente la Wonka Vision, un appareil que Wonka utilise pour rétrécir du chocolat et l'envoyer dans une télévision. Mike TV, voulant être la première personne à être envoyée par la télévision, comme il dit, utilise la machine et évidemment ça tourne mal. Puis vient une chanson des Oompa Loompa disant que la télé c'est mal, c'est abrutissant, ça détruit l'imagination. La télé c'est le mal incarné. Oompa Loompa, boomer dida. Wonka les amène à une porte de sortie sans leur donner l'approvisionnement à vie de chocolat promis et en partant dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je n'en sais rien, Charlie. Bon bah le grand-père de Charlie est Alzheimer, mais pas moi. J'ai le sentiment que Monsieur Wonka ne va pas apprécier. Ils entrent dans le bureau de Wonka pour réclamer le chocolat, mais celui-ci refuse pour des raisons évidentes. Parce qu'il a enfreint les règles. Quelle règle? Nous n'avons vu aucune règle. Si, mon garçon, on n'a rien à perdre. Vous avez volé le breuvage effervescentionnel, abîmé le plafond que je dois faire laver à l'ammoniac et stériliser, donc vous n'avez droit à rien. Vous êtes un escroc. Quoi? Voilà ce que vous êtes. Comment avez-vous l'audace d'agir ainsi? Jouer avec l'espoir d'un enfant pour mieux démolir le rêve qu'il s'est fabriqué. Vous êtes un effroyable monstre. Je vous ai dit adieu. Ok, j'ai beaucoup de mal avec cette scène. Ce n'est pas comme s'il avait refusé de donner le chocolat pour une raison totalement arbitraire ou qu'il y avait écrit je ne sais quelle merdouille dans le contrat. Non, là, il n'a pas son chocolat car lui et son grand-père ont été irresponsables. Ont touché à quelque chose auquel Wonka avait défendu de toucher, en ont bu sans son autorisation, et cela a généré des dégradations. Donc Charlie s'est mal comporté et il est normal qu'il y ait des conséquences à ses actes, comme pour les autres enfants qui, eux aussi, s'étaient mal comportés. Et encore Charlie, on sait qu'il est envie de lui. Mais non, le grand-père estime que c'est encore dans son droit d'avoir le chocolat, malgré qu'il ne le mérite pas plus que les autres enfants, parce que ce serait trop dur pour lui qu'on lui fasse la morale. C'est qu'un enfant qui a besoin de vivre ses rêves et de ne pas être confronté aux conséquences de ses actes. Putain... Pour la dernière fois, monsieur, si j'ai supprimé votre compte YouTube, c'est parce que c'est illégal et même extrêmement immoral de faire des vidéos pédopornographiques. Images obscènes d'enfants. Sale dégénéré. Dure première journée, hein, Captain Obvious? Effectivement, madame le bot et YouTube, c'est au moins le 10e annonceur qui se plaint de la même chose. Attends, c'est un annonceur? Veuillez l'excuser, c'est le nouveau. Nous allons remettre votre compte et vos pubs tout de suite. Toutes nos plus plates excuses pour le dérangement. Le grand-père propose à Charlie d'aller donner le Globo Crunch que Wonka avait passé dans la salle des inventions à Slugworth, mais Charlie décide de le rendre à Wonka. Ainsi brille une bonne action dans un monde méchant. Oui, monde méchant où nos délits sont sanctionnés. Et... Charlie gagne? Attendez, ça veut dire que l'accuser d'un délit qu'il a fait et l'en punir était le dernier test qui le permettait de gagner? Car là, Charlie a désobéi comme les autres enfants, mais il est récompensé parce qu'il a rendu le Globo Crunch. Pourquoi il donne pas aussi aux autres enfants qui ont fait une chose mal comme Charlie de rendre le Globo Crunch eux aussi? Cette fin gâche complètement le message du film. Pourtant, ça part sur une bonne idée, de faire passer à Charlie aussi un test, comme les autres en ont passé un en échouant, mais cette idée est mal exécutée, alors qu'on aurait facilement pu faire mieux, surtout quand on sait la révélation qui suit. Non, ça dépasse les gours, c'est le travail pour moi. Pour vous? Je devais te tester, Charlie. Il aurait suffi que vous supprimiez la scène de la potion pour faire flotter, puis Charlie se ferait approcher par Slugworth à la sortie. Tu as ce que je t'ai demandé? Oui, je l'ai. Parfait, petit. Donne-le-moi maintenant. J'en suis pas sûr. Je vais lui rendre, c'est plus juste. Juste? Tu vis dans la faim et le froid. C'est juste ça pour toi? Ne serait-ce pas plus juste qu'une pauvre famille comme la tienne ait une meilleure vie? Donne-moi ce que je t'ai demandé. Tu gagneras ce que tu mérites. Ainsi brille une bonne action dans un monde injuste. Bravo Charlie, tu as réussi le dernier test, je le savais. Merci pour votre aide, monsieur Wilkinson, même si vous avez quand même été un peu fort sur la fin. D'ailleurs, tu peux garder le Globo Crunch, tu l'as bien mérité, ainsi que le chocolat à vie, et bien plus. Et je fais quoi de l'acte de propriété de la chocolaterie? Mais où tu l'as trouvé? Et pourquoi tu l'as pris? Parce que je lui ai demandé. Mais je vous ai dit de lui demander le Globo Crunch, pas carrément l'acte de propriété. Oh, mais c'est pas pour votre test, c'est pour moi. Ne vous en faites pas, monsieur Wonka. Je prendrai bien soin de votre chocolaterie et de vos Oompa Loompa. J'ai de grands projets pour eux.
tu vas pas un peu trop loin là? Ok, j'avoue. Mais bon, à part ça, ça aurait donné une fin plus cohérente avec le message. Déjà car Charlie serait récompensé pour s'être vraiment bien comporté, et ensuite ça aurait montré qu'il aurait évolué entre le moment où il surdramatisait qu'il ne puisse pas avoir ce qu'il veut, et cette fin où il décide de faire ce qui lui semble être juste, malgré que ça ne l'arrange pas. Mais non, à la place il gagne juste car il a fait une chose normale après avoir fait une connerie, et a une happy end forcée. Bref, Wonka lui fait hériter de sa chocolaterie. C'est pour ça que j'ai décidé il y a bien longtemps qu'il fallait un enfant. Une veine que les tickets n'aient pas tous été trouvés par des adultes sans enfants. Un enfant honnête. Un enfant généreux. Et une veine qu'au moins un des enfants ne soit pas pourri. La fabrique est à toi, Charlie. Tu peux y habiter tout de suite. Et moi? Ouais, ne te préoccupe ni de la mère de Charlie qui s'est occupée de la maison pendant que tu restais 20 ans au lit, ni des autres grands-parents. En fait, c'est lui le pire personne du film. Lui qui était appréciable dans le livre. Et si on oublie la scène juste avant, la dernière scène où Wonka lègue la chocolaterie est un peu jolie, malgré son côté à la limite du mielleux. N'oublie jamais ce qui est arrivé à celui qui eut un beau jour tout ce qu'il avait voulu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vécu dans le bonheur toute sa vie. Et l'absence d'épilogue. Mais bon, j'avoue que je préfère que ça s'arrête là, avec une scène où Wonka fait preuve de douceur avec Charlie, à la fin du livre, où Wonka fait entrer toute la famille de Charlie dans l'ascenseur de force, pendant qu'ils paniquent et n'ont pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, comme un gamin qui n'en a rien à foutre. Je dois l'admettre, ce film a un certain charme. Le film a globalement une bonne ambiance, aidé par la musique et le visuel, souvent réussi pour l'époque. Gene Wilder fait une très bonne interprétation de Willy Wonka, la trame se suit bien, les chansons sont souvent pas mal, voire assez bonnes, et le film apporte sa propre vision de l'œuvre tout en restant dans l'esprit du livre. Mais le film passe involontairement des messages discutables à travers les personnages de Charlie et le grand-père, qui n'évoluent pas et dont les défauts n'aident pas à passer le message du film. La plupart des personnages se limitent à leur fonction, voire stéréotypés au possible, et le film souffre de quelques problèmes de mise en scène grossière. Donc c'est un film sympathique, mais qui a plusieurs défauts notables. Est-ce que Tim Burton les aura corrigés? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. On my wall remind me that you were once real. The pictures in my head on replay won't allow my heart to heal. All the emptiness I feel without you in my life. It's so hard to say goodbye when I keep asking why. Excusez-moi. Ava, c'est ça? Tracrator m'a dit que vous aviez trouvé un moyen d'arrêter Eraser. Ouais. Il existe une potion de paralysie chakra instantanée qui permet de bloquer tous les pouvoirs d'une personne en lui envoyant dessus. Ainsi, nous pourrons vaincre Eraser sans problème. Et où trouve-t-on cette potion? Pas dans notre univers en tout cas, mais il y a un autre univers où nous pouvons la trouver. Voici les coordonnées de l'univers en question.